Hervé Labeille, le spécialiste du partenariat télé, nous rejoint aujourd'hui dans Business Club. C'est un véritable ovni dans le monde des grands patrons. Avec la crise, son chiffre d'affaires a grimpé de 20% et pourtant il part en vacances tous les 3 mois. Il va nous montrer comment déplier son parapluie anti-crise et nous, on va essayer d'éviter les jeux de mots pourris du type « il fait son miel »,« il a fait mouche »,« pas folle la guêpe, trop fort l'abeille », Hervé Labeille. 1985, journaliste média au magazine Stratégie. 1986, chef de pub à RSCG, premier patron Jacques Séguéla, premier client Bernard Tapie. 1988, il crée Hervé Labeille et Associés, première agence conseil indépendante dans le domaine du partenariat télévision. 2010, Carte Noire, Franck Provost, Jet Tour, Visa Premier figurent parmi ses clients et il affiche un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. 2011, il est dans le Business Club. Hervé Labeille, président fondateur d'Hervé Labeille et Associés. Bom dia Hervé, tudo bom? Bom dia, je vois que vous parlez brésilien, ça fait plaisir. J'essaye pour vous, parce que j'ai compris que vous adorez ce pays, et puis ça donne un petit air de vacances à ce plateau. Voilà, ça donne un petit peu de soleil en ce début d'hiver. Et puis surtout, j'ai vu que c'était un de vos secrets de réussite au final, de prendre des vacances et de savoir imposer aux employeurs. Ouais, non, c'est vrai que moi je crois qu'il faut dans sa vie personnelle comme professionnelle, toujours garder en tête ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et toujours privilégier l'essentiel. Et je crois que dans mon cas, ma vie personnelle et la façon dont je l'organise est super importante alors vous parlez de réussite, c'est gentil, de l'ensemble des activités, dont ma vie professionnelle. Et c'est vrai que la priorité que j'ai donnée à ma vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est le fait d'être heureux, et le fait d'être heureux, en l'occurrence, passe par le fait de marcher dans les rues de La Havane. De marcher dans les rues de La Havane quand je vais à Cuba, et de Rio quand je vais au Brésil, parce que j'aime être là-bas, j'aime être au soleil, j'aime être au contact des gens. Il se trouve que j'ai un attachement particulier pour le Brésil, puisque le Brésil m'a donné un fils. Vous avez adopté j'ai adopté un petit garçon dans une favela à Rio. Romain, voilà. Et que voilà, tout ça fait que ma vie est construite d'endroits d'ici et d'endroits d'ailleurs. Vous avez fait la communication de beaucoup de producteurs, d'animateurs télé, de politiques, comme Dominique Perben, Christine Albanel. Oui. Et à chacun, vous leur avez dit, pour moi, la priorité, c'est les vacances scolaires. Voilà, alors j'ai 2 activités. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Effectivement, mon activité principale, c'est le parrainage et le montage d'émissions de télévision. Ma deuxième activité est effectivement de conseiller des personnalités publiques, qu'elles soient médiatiques ou politiques. Et effectivement, chaque fois que des politiques, en l'occurrence même des ministres, Dominique Perben était garde des Sceaux, le 3e personnage de l'État, Christine Albanel était une ministre en vue aussi. Bon, on m'a demandé est-ce que vous accepteriez de travailler avec moi. Ma première condition n'était pas une condition financière, mais était d'intégrer le fait que mon fils était prioritaire, mon fils était plus important qu'eux, et que, par exemple, et mon chien aussi, bon, j'arrive à, voilà, César, mais vous savez tout. J'essaye. Et qu'au moment des vacances, par exemple, c'est vrai, fût-il garde des Sceaux, fût-elle ministre de la Culture, au moment des vacances, on pourrait se parler tant qu'il voudrait, par téléphone ou par Internet, mais que, priorité serait donnée à mon fils. Et moi, je me dis qu'on a les priorités qu'on se donne. Moi, ce que je veux, c'est être content tous les matins quand je vais bosser. C'est d'ailleurs un rêve pour moi. Enfin, c'est une priorité absolue de pouvoir tout le temps continuer à faire ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, quand je veux. Est-ce que ça vient aussi de votre père, qui était pilote dans l'armée de l'air, qui vous a donné la bougeotte? Vous savez vraiment tout. Non, mon père, moi je viens d'une famille, je viens pas du tout du spectacle, de l'entertainment, je viens d'une famille, mon père était militaire en province, ma mère, ne travaillait pas, mais une famille bourgeoise typique de province. Donc militaire, je suis le seul à ne pas être militaire de ma famille. Donc militaire à la télé, voilà, vous avez militaire choisi à la télé, c'est un peu. Mais non, ce qui me vient d'eux, c'est la façon d'organiser ma vie, de pas, encore une fois, de savoir prioriser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ça, je vois tellement de gens autour de moi dans la pub ou dans la télé qui se retrouvent noyés par des trucs complètement inutiles. Alors moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où je l'étais aussi, mais c'est vrai que depuis que j'ai adopté mon fils, depuis que je suis allé dans une favela à Rio, récupérer cet enfant qui
qui sans moi serait mort, enfin, il ne serait plus là, enfin, comme beaucoup d'enfants qu'on adopte. Depuis que j'ai vu quelle était la vie réelle, si vous voulez, quand je suis sur un plateau de télé et que j'entends un chanteur râler parce qu'il passe à 21h12 au lieu de, enfin, ou à 23h12 au lieu de 21h12, j'arrive à avoir un peu de distance. Sinon, vous avez trouvé votre commercial, parce que je lis votre petite annonce. Wanted, jeune commercial, malin, bon esprit et doté d'un réel sens du contact commercial. Réel, c'est écrit en gros. C'est plus. Alors, vous voyez, même dans les petites annonces, je mets, comme vous voyez, j'ai toujours pas trouvé. Bon, souvent dans les annonces, on met je cherche cadre dynamique. Moi, je mets d'abord, je cherche un mec malin. Vous voyez, bon, parce que je sais que je vais passer la journée avec lui, donc. Et malin comme vous, donc vous avez profité avec le parrainage, c'est une méthode anti-crise. Oui, alors donc ça, ouais, je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça, effectivement, nous c'est une forme, le parrainage télé, c'est une formidable arme anti-crise parce que, alors là on revient sur la première partie de mon activité qui est effectivement la mise en place d'opérations à la télé pour les annonceurs, en dehors des écrans de publicité classiques qu'on connaît, c'est-à-dire le sponsoring d'émissions, les programmes courts. Et c'est une formidable arme anti-crise parce que ça permet à des annonceurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent d'être à la télévision. De la suppression de la pub sur France Télévisions depuis 2009. Ça leur permet d'être à la télévision avec des niveaux d'investissement moins élevés que les millions d'euros que nécessite la pub, d'être à la télévision de façon beaucoup plus visible parce qu'ils sont seuls et pas noyés dans un écran au lieu de dizaines de marques. Ce qui est important pour nous quand on met en place des partenariats pour des marques, et ce que je veux que tous les gens qui travaillent avec moi aient bien en tête, c'est que, à la différence des centrales d'achat ou des agences qui vendent des audiences au kilo, moi je vends une idée forte. Il faut que quand je monte un partenariat, elle repose sur une idée forte. Moi je vais me concentrer sur l'essentiel. Avec comme ingrédient le fait qu'elle soit une idée simple, c'est-à-dire que compréhensible par tout le monde, le fait qu'elle soit populaire. Ça c'est ce que vous êtes aussi, puisque moi, vous avez un bon sens populaire. Je suis issu de la télé populaire. Je suis pas du tout adapté aux gens qui cherchent à faire des trucs compliqués sur Arte ou sur des chaînes que personne ne voit. Ce qui vous a permis d'aider des personnalités comme Marc-Olivier Fogel, par exemple. Vous pouvez nous raconter pour Marc-Olivier Fogel comment ça se passe quand vous l'appeliez pendant ses émissions? Marc-Olivier, je le connais depuis qu'il a 17 ans, donc on a une relation assez proche. Je l'ai connu, il était assistant de Patrick Sabatier, et moi je vendais mes émissions de télé. Je vendais les émissions de Patrick aussi. Il est arrivé plusieurs fois que je regarde son émission, et que je l'appelle, ou que j'appelle Nicolas Plisson, qui est son partenaire depuis 30 ans en régie, pour lui dire, non, demande à Marco de se calmer là-dessus. Mais Marc-Olivier, il fait les choses tout seul. Mais c'est vrai que parfois, ou comme Marc-Olivier ou d'autres, dont je suis très proche, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a à la fois un regard... Candide de spectateur. Candide, pas totalement, parce que, bon, malheureusement, je ne suis plus né de la dernière pluie. Mais qui a un regard à la fois professionnel, mais un regard d'évidence. Et pas un regard biaisé par la flagornerie. Et ce bon sens vous a aidé à repérer des petites émissions comme Sacrée Soirée? Voilà. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du partenariat télé, il y a 22 ans, j'ai vu un jour sur TF1, à l'époque c'était la 5 qui éclatait, et puis je vois c'est une émission effectivement qui s'appelait Sacrée Soirée, qui démarrait, je me dis tiens c'est pas mal, je regarde, et en fait je me suis dit je devrais m'occuper des annonceurs de cette émission, c'est-à-dire trouver des sponsors pour l'émission, ce que j'ai fait. Ce qui est marrant c'est que souvent quand j'allais la vendre, j'allais voir le staff de Renault, le staff de Carrefour pour dire c'est formidable, voyez. Non, là ils ne connaissaient pas. L'émission elle faisait 12 millions de téléspectateurs, mais personne n'avait entendu parler. Et vous avez participé en off comme ça à beaucoup d'émissions. Encore une fois, moi, ce que m'achètent mes clients et ce que m'achètent les hommes politiques, c'est du bon sens. Ce que m'achetait Dominique Perben, des gens, vous voyez, très sérieux, c'est le fait de leur remettre les pieds sur terre. Ce que vous nous montrez, c'est que ce qui est important au fond, c'est de savoir sortir des sentiers battus, de savoir foncer même quand on vous dit que c'est pas possible. C'est ce que vous avez fait quand vous avez créé le label B-Music pour produire une jeune chanteuse. Mais vous savez super tout. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'avais envie de tenter l'expérience de la production musicale. Moi, je n'ai jamais été intéressé par le fait d'être devant. J'ai toujours été intéressé par le fait d'être derrière, d'être à la caisse en fait. Et donc, même petit, je me rappelle que j'avais 8 ans, j'aurais avec mes cousins, cousines, en organisé des spectacles. Moi, j'étais jamais sur scène à faire le spectacle. C'est moi qui allais dans le village faire la pub pour que les gens viennent et qui était à la caisse à faire payer les gamins, quoi. À 8 ans déjà, donc oui, ça remonte. La chance a fait que je suis rentré en contact avec un
à Los Angeles avec le mixeur des mixeurs, qui ne mixe que pour Madonna, voilà. Et qui a accepté après, parce que sinon votre émission va durer une demi-heure, qui a accepté après moult trucs de refaire le son et de mixer ma chanteuse. Parce que vous avez et le titre est sorti. Alors, je suis parti avec mes bandes à Los Angeles. Je suis allé le voir, il a négocié, je dis non, je négocie pas. Il a trouvé ça tellement, son manager a trouvé ça tellement ahurissant qu'un petit producteur qui n'avait jamais produit vienne voir Dave Reitzas pour lui proposer un truc sur lequel il gagnait quasiment rien. Et l'autre, ça l'a amusé, on l'a fait. Et bon, on a vendu quelques chansons. On peut dire que votre devise, c'est toujours plus d'efficacité. Ouais, c'est surtout... là, c'est plutôt travail, talent, chance. Ma devise. Promo essentiel. Voilà, plus la chance pour l'instant. Bon, travailler à la rigueur, c'est pas très dur parce que ça vient que de soi-même, mais dans tous mes parcours, de rencontrer les personnes qui allaient bien. Je vous touche parce que vous êtes porte-bonheur, j'ai l'impression. Non, mais vous savez, j'ai une grande distance par rapport à tout ça. Moi, ce qui compte, c'est d'être sur Copacabana, d'avoir mon fils qui est en roller à côté de moi et de marcher sur la plage. Voilà ce qui compte. Bon, comme vous l'avez bien compris. Il me reste à vous dire ciao, a te breve Hervé. Ah, obrigado. Ciao Gentea, salut à tout le monde. On finit sur les rêves d'Hervé. Le premier, ce serait de pouvoir le plus longtemps possible faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Le second, ce serait aussi le plus longtemps possible que les gens qui font appel à moi me disent « Ah, c'est pas con ce que tu dis ». Le troisième, bon, comme vous l'aurez compris, mon fils est un petit peu important pour moi. Donc ce serait de le voir grandir et puis de le voir avoir une vie d'homme qui corresponde à ses vrais désirs. Le quatrième serait, et alors ça je réfléchis déjà à comment organiser ça, serait de pouvoir habiter, vivre dans l'année dans les 3 ou 4 lieux qui me tiennent le plus à cœur. C'est-à-dire de vivre 3 mois à Paris, 2 mois à Rio, 2 mois à La Havane et un petit mois à Taroudan au Maroc, un lieu que j'adore aussi. Donc de partager physiquement ma vie, ce qui est possible maintenant avec Internet, mais d'organiser ma vie pour passer vraiment du temps dans ces différents endroits. Et puis le 5e vœu, qui malheureusement a le moins de chances d'arriver, c'est un jour d'avoir le talent d'écrire, des histoires. Ça c'est, bon je l'ai mis en 5e, mais c'est quand même peut-être même presque mon premier vœu.